Et donc, il y avait une volonté de co-créer. Et donc là, il y avait bien le mot co-créer, une filière économique du vélo. Et pour le faire, il y avait en fait un souhait de travailler avec des facilitateurs visuels. Parce que dans cette filière, on se retrouve avec des représentants de l'État, des représentants de fédérations d'usagers comme la FUB par exemple, des représentants de fédérations liées aux industriels, aux gens qui vendent des vélos, en lien avec les collectivités des territoires. Il y avait aussi des consultants, etc. Il y avait plein de gens qui sont tous là pour un même sujet, c'est-à-dire qu'ils sont tous là pour le vélo. Pour autant, ils ne parlent pas le même langage et ils n'ont surtout pas les mêmes intérêts. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu nous chercher. Bonjour et bienvenue dans le podcast Esprit de coopération. S'il y a bien un truc que je n'arrive pas à faire, c'est écouter un exposé complexe ou apprendre une nouvelle notion sans qu'il y ait un support visuel, avec des formes, des couleurs, des images, des schémas, des flèches. C'est comme ça que j'ai découvert que j'avais plutôt une intelligence visio-spatiale. De fil en aiguille, je me suis intéressée à la pensée visuelle et pourtant, je n'ai jamais pensé jusque-là à en parler dans ce podcast. Peut-être bien que c'est à force de côtoyer mon invité et quelques-uns de ses collègues facilitateurs et facilitatrices graphiques que le sujet est devenu une évidence. La pensée visuelle est un merveilleux outil au service de la coopération et ce n'est pas Olivier Pesseret, mon invité, qui dira le contraire. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre échange avec Olivier Pesseret, donc facilitateur graphique. On a parlé dans une première partie de pensée visuelle. Tu nous résumes ça en quelques mots, Olivier ? La pensée visuelle s'offre à tout le monde, puisque tout le monde peut s'emparer de la pensée visuelle. Et alors que maintenant, on va parler de la facilitation visuelle, qui est une partie. Donc voilà, au départ, on a parlé dans un sens plus large, comment est-ce que les gens pouvaient s'en emparer avec du sketchnote, par exemple, une pratique personnelle, versus de la capture graphique, etc. Donc là, on va parler de mon métier en tant que facilitateur visuel. Ouais, tu vas nous raconter tes expériences et comment, justement, dans tes expériences, tu as pu observer comment ça facilitait le travail d'équipe, la coopération, et comment ça aidait le groupe à atteindre ses objectifs. Justement, est-ce que toi, tu as une expérience dans lequel tu as vu que la facilitation graphique, la facilitation visuelle que tu produisais avait un impact significatif sur un groupe et sur un travail de groupe ? Je pense à la filière vélo notamment. Oui, je pense à la filière vélo, exactement. Donc effectivement, le vélo fait bien partie de ma vie puisque, on l'a dit en première partie, quand tu m'as demandé de me décrire, j'ai donné dans les 3 pictos, j'ai donné un vélo. Le vélo, c'est quelque chose d'assez important pour moi et j'ai beaucoup travaillé dans le vélo ces dernières années parce que j'avais rencontré Olivier Schneider, le président de la FUB, qui s'appelle Olivier comme moi et qui roule comme moi en Brampton. Et donc ça a créé une amitié et une collaboration étroite pendant plusieurs années. Et notamment en 2022, il y a eu une volonté de co-créer la filière économique du vélo, quelque chose qui n'existait pas. Il y a des filières de l'automobile, de l'énergie atomique, de tout ce que vous voulez, qui sont en fait une manière d'avoir un interlocuteur unique pour l'État pour pouvoir ensuite prendre des grandes décisions en lien avec ce secteur d'activité-là. Et donc, il y avait une volonté de co-créer, et donc là, il y avait bien le mot co-créer, une filière économique du vélo. Et pour le faire, il y avait en fait un souhait de travailler avec des facilitateurs visuels. Parce que dans cette filière, on se retrouve avec des représentants de l'État, des représentants de fédérations d'usagers comme la FUB par exemple, des représentants de fédérations liées aux industriels, aux gens qui vendent des vélos, en lien avec les collectivités des territoires, qui du coup vont avoir un impact sur comment est-ce que des pistes cyclables par exemple peuvent être mises en place. Il y avait aussi des consultants, etc. Il y avait plein de gens qui sont tous là pour un même sujet, c'est-à-dire qu'ils sont tous là pour le vélo. Pour autant, ils ne parlent pas le même langage et ils n'ont surtout pas les mêmes intérêts. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu nous chercher
Et j'ai travaillé là-dessus avec une autre de tes invités sur le podcast. J'ai travaillé avec Viviane Morel qui m'a accompagné sur l'ensemble de ce projet. Et on a pu accompagner ce groupe pendant à peu près 6 mois. Et on savait qu'on avait une deadline. C'est-à-dire qu'on savait qu'en novembre, il fallait présenter à Bercy. Et donc, il n'y avait pas le choix. Et donc ça donne un cadre en disant, on est au mois de mai 2022. En novembre, il faut être à Bercy. Ah, ok. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Ah, il faut s'être aligné sur une vision, sur une mission, sur des valeurs de cette future filière. Il faut trouver des engagements qui soient suffisamment intéressants pour l'ensemble des acteurs et qui soient intéressants pour l'État, pour qu'ensuite l'État ait envie de s'engager ou pas. Et donc c'est ça qu'on a fait pendant quelques mois. On a travaillé d'arrache-pied avec un copil qui était composé de ces différents profils que j'ai pu te donner. Et où là, clairement, la fascination visuelle nous a permis de trouver des bonnes métaphores pour montrer la pluridisciplinarité des points de vue, mais aussi la codépendance, puisqu'en fait, on a besoin de tous ces acteurs, parce que si cette filière se crée sans une partie, si on disait genre les industriels ne veulent pas venir, l'État derrière, ils vont dire bah non, on veut une fille, on veut un représentant, donc il faut que vous puissiez tous vous mettre d'accord. Et donc ça a été un gros challenge de pouvoir les accompagner là-dessus, de jongler avec le temps, puisqu'on a des gens qui sont très pris et où on a très peu de temps, puisqu'en fait sur ces 6 mois, je crois qu'on avait compté avec Viviane, on a vu Scopil 6 jours, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, c'est 6 jours. Et donc c'est vraiment dur, puisque heureusement on avait un peu de temps à chaque fois, parce qu'on les captait pendant un jour ou deux. Et donc avant l'été, on a réussi à se fixer une vision, une mission et des valeurs. Et donc pendant l'été, on a pu tester ça pour voir si ça parlait aux gens, si ça allait parler à l'écosystème du vélo en France, très large. Et on a organisé un atelier en septembre où il y avait une centaine de participants. Et donc on avait une équipe de 10 facilitatrices, quasiment toutes facilitatrices visuelles aussi d'ailleurs, pour pouvoir s'assurer que les engagements qui étaient proposés par le COPIL étaient bien en lien avec les besoins du terrain. Et donc on a eu un public très large pour pouvoir venir s'exprimer sur tous ces aspects-là, aussi bien les aspects liés au tourisme, liés à la production, liés à l'infrastructure, etc. Donc vraiment, on avait un éventail très large, et après il a fallu digérer toute cette matière pour en sortir un livre blanc qui avait pu être présenté à Bercy en novembre 2022 devant 5 ministres. Donc c'était une très belle réussite, une belle fierté pour nous d'avoir pu bosser là-dessus. Et donc notamment en fait dans ce livre blanc que vous pourrez retrouver et qui est disponible sur le site de la filière France Vélo, et ben on retrouve un certain nombre de modélisations, puisque nous avec nos équipes on a produit en fait à chaque fois une modélisation en lien avec les autres différents engagements qu'ils voulaient porter. Et donc on se retrouve dans ce livre blanc à chaque fois avec une double page, et où vous avez à gauche ou à droite une modélisation qui prend tout l'espace, et à côté des engagements qui sont parfois compliqués. Et donc typiquement là on regarde, il y en a un relocaliser et changer d'échelle pour l'industrie du cycle innovante, durable et compétitive. Et donc l'occasion dans ce livre blanc, c'était pas de faire quelque chose d'exhaustif, et donc il y avait quand même un certain nombre de points techniques à partager. Et le fait d'utiliser des modélisations à côté, en fait, ça permet de faire passer plus d'informations. Ça permet de faire passer de l'information à des gens dont c'est pas forcément le métier. Donc typiquement là, il s'agit d'aller convaincre le gouvernement de dire oui, on a envie on accepte votre travail, on estime que vous êtes légitime par rapport au secteur, et que donc on souhaite signer un contrat de filière avec vous. Parce que vous représentez bien. Et donc ça prenait en fait les 9 engagements prenaient plein d'aspects, aussi bien sur la formation dans cette nouvelle filière et tous les différents métiers qui sont dedans. Il y avait aussi tout un accès sur le tourisme, puisque la France est un pays avec beaucoup de touristes, mais l'idée c'était de devenir la première destination
vélo pour le tourisme d'ici 2030. Voilà, et donc à chaque fois, il y avait une modélisation qui permettait de soutenir et d'étayer ces propos pour pouvoir embarquer un maximum de personnes. Tu parlais aussi métaphore visuelle. C'est vrai que dans ce métier-là, on utilise beaucoup la métaphore. Oui. Tu peux nous en dire un mot, justement, par exemple, en rapport avec cette filière vélo? Tout à fait. Alors, en fait, les métaphores visuelles ne sont pas toujours en lien avec le domaine dans lequel on intervient. Et donc, une des métaphores principales qu'on a utilisées, ça a été pendant les 2 jours d'atelier. On a travaillé en 2 jours, on a dû co-construire la vision, la mission et les valeurs de cette future filière. Et donc, on a pris la métaphore de l'arbre, puisque la mission, ça a été la graine, c'est-à-dire c'est l'arbre dans son départ. Dans le terreau qu'on avait autour, c'est les valeurs sur lesquelles il souhaitait s'ancrer. Et après, d'un point de vue vision, c'était l'arbre à X années. Et donc, comment est-ce qu'il va se développer, comment est-ce qu'il va grandir, quels fruits est-ce qu'on va venir récolter, etc. Et donc ça permet en fait d'ancrer assez facilement dans le groupe. Voilà, on est là pour 2 jours. Assez vite, on présente le fait qu'il y a un arbre. On voit bien qu'il y a différentes parties dessinées en différentes couleurs, et donc on va le remplir ensemble. Et donc ils comprennent que suite à un atelier où on a pu produire la mission, par exemple, et ben la mission, une fois qu'elle a été écrite, une fois qu'ils se sont mis d'accord, elle est sacralisée, elle est bien écrite proprement, on vient l'accrocher dans cette métaphore. Et en fait, dans ce pinboard avec l'image de l'arbre. Et donc ils comprennent que ben voilà, ça se construit au fur et à mesure des 2 jours. Et ça permet d'avoir un résultat propre, mais surtout d'avoir une image qui parle, parce qu'on comprend tous qu'un arbre, ça va grandir. Donc il y a des métaphores comme ça, et celle-là elle est très basique, mais il y a des métaphores comme ça qui permettent à un groupe de pouvoir voir d'une autre manière la complexité. Oui, là, c'est ma casquette de facilitatrice là qui vient. C'est que je m'aperçois que le dessin, parfois, ça aide aussi à prendre de la hauteur sur un sujet et à produire des idées de manière un peu plus riche. Parce que si on reste que dans le verbal, souvent ça restreint un peu les esprits, alors que si on utilise l'appui d'une métaphore visuelle, souvent ça permet aux gens de prendre un peu de la hauteur, d'aller chercher des idées auxquelles ils n'auraient pas pensé. Enfin, je trouve que c'est un apport intéressant pour faire un pas de côté ou pour prendre de la hauteur sur un sujet. Tout à fait. Et une autre manière de voir ça, c'est qu'au final, le visuel, on est entouré de visuel en permanence. Et donc, dans ce même atelier où on avait besoin d'aller chercher une vision, et ben, on allait chercher une vision avec un exercice qu'on utilise de temps en temps, qui s'appelle les cover stories. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir comment est-ce qu'on parlerait de votre projet, comment est-ce qu'on parlerait de cette future filière du vélo dans 30 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Et donc on place une échelle temps et tout le monde comprend ce qu'est la presse, tout le monde comprend ce qu'est un magazine. Et donc voilà, on demande aux gens de s'emparer de ces codes et de venir produire. Et donc en fait ça surprend toujours un peu les gens, hein, parce que les participants n'ont pas toujours l'habitude de leur dire bon bah en fait maintenant vous allez faire des découpages, vous allez nous produire une pour le journal aussi sérieux que vous voulez ou aussi décollant que vous voulez, et vous prenez le ton du journal. On se place tous à une même échelle de temps, et quel message fort est-ce que vous voulez faire passer à ce moment-là. Et l'avantage ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que ça permet de se placer dans le futur, ça permet le plus souvent, c'est pas forcément toujours le cas, mais le plus souvent ça se permet de se placer dans un contexte positif où les choses ont marché, et ensuite on peut se replacer dans le présent et dire voilà quelles étapes pouvons-nous mettre en place pour pouvoir arriver à ce futur sauteur. Ouais, c'est vrai que c'est toujours déroutant. Je l'ai fait aussi, cet exercice en facilitation. Et quand on présente des ciseaux, des magazines et des tubes de colle aux participants, des fois, ça les déstabilise, ne serait-ce que quelques secondes. Après, généralement, ils se prennent au jeu, mais... Surtout s'ils ne se connaissent pas. Je me souviens d'avoir fait une fois dans un contexte d'atelier où personne ne se connaissait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient été tous conviés par le sponsor, c'était aussi dans le monde du vélo. Ils avaient été tous conviés pour venir réfléchir autour du vélo, mais en fait, personne ne se connaissait. Et donc là, dans les premières 20 minutes, après l'inclusion, c'était ça. Et ils regardent, ils font, mais il y avait des cadres, il y avait des gens qui venaient du monde de l'assurance, il y avait des gens qui venaient du monde associatif, etc. Et donc, ils se sont tous prêtés au jeu, et on avait réussi à créer du lien
sur un autre projet en faisant ces ateliers-là qui duraient 2 heures ou 3 heures max. Et donc, oui, on peut embarquer les gens assez facilement. Ouais, le visuel fait aussi appel un peu à notre âme d'enfant. Hein. On parlait des enfants qui jusqu'à 6, 7 ans, 8 ans, dessinent facilement, puis après, ils oublient un peu ça. C'est pas qu'ils oublient, mais c'est qu'ils se comparent ou c'est qu'on leur donne un retour et en fait, il faut juste jamais arrêter, quoi. Ouais. Ben oui, et c'est ça. Et donc on va chercher un peu l'âme d'enfant des participants quand on les fait repasser par le dessin. Qu'est-ce que t'as un avis là-dessus? Oui, mais le dessin, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Néanmoins, c'est genre, ah Olivier, on va pas encore faire des petits dessins là. Il faut qu'on fasse des choses sérieuses. Et en fait, la pensée visuelle ou la facilitation visuelle, c'est des choses sérieuses. On est là. On a un objectif en tant que facilitateur visuel. Donc, quand je suis en posture de facilitateur visuel, moi j'ai construit l'agenda. En fait, j'ai bossé 4 fois plus de temps sur si c'est une journée d'atelier, j'ai facturé à mon client 4 jours de préparation. Donc en fait, oui, on va faire des petits dessins, mais vous inquiétez pas, j'ai bien réfléchi à pourquoi est-ce qu'on fait des petits dessins et qu'est-ce qu'on va faire avec, parce qu'on n'est pas là juste pour c'est pas sauf si le but c'est d'avoir une session de créativité, mais c'est pas souvent le cas. Les dessins, le visuel, la manière de gérer l'information visuellement avec de la couleur, etc. C'est avant tout au service de ce pourquoi on est réunis. Donc que ce soit une asso, que ce soit une entreprise, quelle que soit sa taille, ou une consultation publique, on est quand même avant tout là où les gens sont pas là pour passer le temps, ils sont là pour faire quelque chose. C'est ça. On attend un livrable dans notre métier. On attend un résultat. C'est-à-dire que nous, on n'est pas, contrairement à des consultants qui sont là pour résoudre un problème, nous, on n'est pas là pour donner la réponse. Donc, on l'a dit dans l'épisode précédent, la posture neutre du facilitateur visuel est extrêmement importante. C'est-à-dire que moi, les entreprises dans lesquelles j'interviens, pour la plupart, j'y connais rien. Et en fait, c'est d'autant plus intéressant que je n'y connaisse rien, puisque je vais pouvoir poser plein de questions. Et donc, quand on vient produire des modélisations, moi j'ai besoin de comprendre, et tant que je ne suis pas capable de comprendre, je ne suis pas capable de le réexpliquer et de le partager à d'autres. Mais donc, ce qui est intéressant avec la facilitation visuelle, c'est que on ne connaît pas les domaines dans lesquels on intervient, ce qui fait que tout le travail est réellement produit par les participants et les participantes. Donc, en fait, on va peut-être faire des petits dessins, on va faire des choses, mais ils sont là pour produire quelque chose. Et donc, nous, on a une idée de l'objectif de la journée, quand c'est un atelier d'une journée ou peu importe la durée, mais on a une idée de ce vers quoi on tend, mais on n'est pas toujours certain d'y arriver, puisque le groupe peut s'y opposer, et auquel cas on est aussi soumis à ces aléas-là. Et si on revient à la filière vélo, donc vous avez effectivement réussi à produire un livre blanc. Quand on parle de livrable, c'était le livrable final. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup Alors, nous, c'était la fin de notre mission. Okay. Donc, on était très contents d'avoir pu accompagner ça, parce que c'était vraiment un très beau challenge de pouvoir avoir de la facilitation sur un temps long et de savoir que ça a un impact important, parce qu'au final, c'est des milliers d'emplois en France et des milliers d'emplois potentiels pour les années à venir. Et donc du coup, le gouvernement a dit « OK ». Et donc ils ont dit banco, on vous laisse continuer à travailler, et donc ils ont travaillé depuis tout 2023, ils sont encore en train de travailler dessus pour arriver à un contrat de filière, ce qui est assez rare, puisque l'État aurait pu très bien dire ok, on accepte que vous soyez une filière, mais là l'idée c'est le fait de vouloir aller à un contrat, c'est que l'État s'engagera pour un certain nombre de choses, et ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut être sur des questions de fiscalité, sur les questions de s'engager à produire plus d'aménagements cyclables, ou ça peut prendre plein de choses. Et en face, la filière s'engage, elle, à créer plus de jobs ou à relocaliser en France un certain nombre de choses. Et donc le fait qu'il y ait ce partenariat, ce contrat, est extrêmement engageant aussi bien pour la filière que pour l'État. Et donc ça fait le fruit à nouveau de travail et de réflexion collective, et où ils ont pu partir des 9 engagements qu'on avait créés pour pouvoir, justement, au départ, les engagements, il y avait une modélisation pour voir ce vers quoi ça pouvait tendre, et il y avait certains éléments
chiffré, mais il a fallu aller creuser et voir concrètement comment ça se fait. Donc il continue d'avancer et la filière existe. Donc ouais, c'est peut-être une question un peu difficile, mais comment toi tu mesures l'efficacité de ton travail en tant que facilitateur graphique ou facilitateur visuel? Alors c'est une super question, puisque hors micro, hors caméra, on en parlait, et donc en fait on est dans des métiers où les choses sont pas vraiment quantifiables, puisqu'on travaille avec des humains, on travaille avec des groupes, et donc en fait c'est toujours difficile pour nous de mesurer cet impact, même si je sais que tout le monde a envie de tout mesurer maintenant, et c'est très intéressant de se poser dans ces questions-là. Mais souvent, le produit de la facilitation, de facilitation visuelle, c'est pas forcément visible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que les gens s'en emparent. Et un des exemples que j'ai eu dernièrement, c'est que j'ai eu un challenge de la part d'un de mes clients où je devais venir faire de la capture graphique. Donc là, j'étais en posture d'écoute. Un contexte d'entreprise dans l'agroalimentaire qui fait venir des responsables qualité du monde entier pour travailler ensemble. Donc ils ne s'étaient pas vus depuis plusieurs années. Et donc c'était très important pour eux de pouvoir faire une capture. C'était la première fois en plus qu'ils avaient quelqu'un qui venait faire de la capture graphique. Donc il y a toujours une espèce de petit stress de genre « Ah, vous en avez jamais vu, ok. Donc voici ce que je fais. Est-ce que ça vous parle? Ah oui, ça vous plaît? Ok, d'accord, très bien. Donc on avance. Donc on a pu travailler, et moi j'ai travaillé étroitement avec eux sur le design de leurs 2 jours. Mais j'avais un challenge, c'est qu'ils voulaient impérativement avoir une seule capture. Donc moi, mon challenge, c'était... Sur 2 jours. 2 jours sur une seule phase de mon Graphical Neuland. Et où, donc le Graphical Neuland, ça fait il y a des rouleaux spéciaux qui font 120 de haut, 120 par 2,45 m. Donc là, ça fait une surface qui est vraiment chouette. Hein. Dans le premier épisode, on disait que la capture graphique, il faut que ce soit en grand. Ben voilà, là, vous avez 2,45 m par 1,20 m, donc c'est une belle surface. Sauf que c'est une surface pour, selon s'il y a beaucoup de contenu, ça peut être une surface pour une demi-journée, ou ça peut être une surface pour une journée. Mais 2 jours sur une seule face, ça c'était un challenge. Mais la raison était que ces clients souhaitaient directement s'emparer de cette capture. Et donc c'était la première fois qu'ils en faisaient, et ils voulaient l'imprimer à l'échelle 1 dans leur bureau. J'étais là, et c'est fantastique, parce que moi j'ai régulièrement des clients à qui je donne la capture, l'original. Donc à la fin d'une capture, je fais des photos, je leur envoie des photos en haute définition qu'ils peuvent partager. Et ils ont l'original. Donc moi, j'ai plein de clients chez qui je vais et où je vois mes captures dans leur bureau. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et donc là, il fallait garder le contenu de 2 jours en une seule face et ensuite avoir quelque chose de suffisamment de bonne qualité pour pouvoir l'imprimer. Donc je les ai aidés. On a trouvé un système avec un tirage sur Alu Guibon. Et donc il vient d'arriver. Là, j'attends qu'il m'envoie la photo dans leur bureau. Mais voilà, donc ça montre à quel point la fierté de cette entreprise et de ses employés, ils sont réunis, ça fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, ils ont beaucoup travaillé en 2 jours et le résultat est affiché très fièrement et dans leur siège et va être repris par l'ensemble des équipes, puisque j'ai dit qu'il y avait des gens qui venaient de... Je crois que c'était 37 pays différents. Et donc, dans ces 37 pays, ils vont voir notre capture pour voir ce qu'on a dit pendant 2 jours. Et donc là, on a dû faire quelque chose qui était une première pour moi, c'est-à-dire que j'ai dû co-construire en 2 jours ma capture avec mes clients. Ouais, parce qu'en fait, tu disais dans le premier épisode que en capture comme ça, l'information passe par le facilitateur visuel et il retranscrit ce qu'il observe, de sa position basse, de sa posture basse. Il note ce qu'il observe. Il y a quand même du coup, même si on essaye d'être neutre et de pas biaiser le résultat, il y a quand même un parti pris parce qu'on fait certains choix, ou contraints ou choisis consciemment, mais on fait certains choix quand on fait une capture comme ça. Tout à fait. C'est exactement ça. En fait, là, dans ce cas de figure, j'ai dû en fait faire 2 fois plus de boulot, puisque j'ai tout capté.
Donc j'ai fait une capture, en fait, j'avais mon board, en plus il m'a demandé de dessiner plein de logos à la main et tout, ce qui est toujours un challenge parce que quand il y a des logos trop compliqués, en fait, moi je les imprime, je les colle sur ma capture. Je l'ai connu, il était là, non, on souhaite que ce soit dessiné. Et en fait, par chance, j'ai eu toutes les bonnes couleurs, j'avais les bonnes couleurs avec mes photos. Et donc ils étaient tous déjà bluffés en arrivant, en rentrant dans la pièce, de voir que j'avais dessiné, c'était sur le thème des JO, donc il y avait ces espèces d'équipes avec des étendards, avec les différentes marques du groupe qui se rassemblaient autour des JO, qui était la thématique centrale avec cinq sujets importants pour l'entreprise, qui représentaient les 5 anneaux. Et donc là déjà, waouh, c'était tous déjà bluffés en disant waouh, c'est cool et tout. Donc moi c'est sûr que cette capture où j'ai passé du temps à la produire au départ pour avoir un beau support, je peux pas m'en rater. Et donc il était hors de question que je puisse faire une capture en temps réel sur le board principal. Donc moi j'ai capté et puis après à chaque fois j'ai filtré l'information au fur et à mesure et puis en fait je faisais appel à mes sponsors. Donc c'est-à-dire j'avais la responsable qualité du groupe et puis la responsable mon contact principal. Et j'ai fait appel à ces deux femmes pendant les 2 jours, alors à différents moments, parce qu'elles sont aussi contentes et elles sont aussi stressées par ce qu'elles ont organisé. Donc voilà, en respectant ces moments-là, mais pendant des temps d'échange, je leur disais, voilà, pour la séquence qui vient de s'écouler, voici tous les éléments que j'ai notés, voici ceux qui me semblent les plus pertinents, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, elles ont trouvé ça super chouette d'être impliquées. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas changé l'information, on a juste, en fait, donc tout ce qui atterrit sur mon board, on n'a pas été glissé des messages sournoisement, hein. On n'a pas fait de fasciculation. Fasciculation, j'ouvre la parenthèse, c'est la contraction de facilitation et manipulation. Oui. C'est-à-dire que ça peut être un process où le facilitateur se retrouve un peu manipulé par ses commanditaires ou ses sponsors pour influencer, biaiser le travail du groupe et faire passer des messages. Si on peut résumer ça comme ça. De Jean-Philippe Poupard, de Formatar, qu'il évoquait dans son livre il y a quelques années. Et donc non, là on n'est pas là pour manipuler le groupe. Moi j'ai gardé ma posture neutre. Donc tout ce qui a atterri sur le board, ça a bien été partagé. On n'était pas dans un contexte avec des sujets sensibles où j'avais besoin de m'assurer qu'il y avait des petites voix dans un coin et qu'on était en train de taire leur message. Non, c'était pas le propos. C'est juste que voilà, on a 2 jours de contenu. Faut pas oublier qu'on a 2 jours de contenu à mettre dans une seule face, dans un seul dessin. Donc en fait, on est obligé de faire des choix. Et comme je connais pas leur métier, moi j'ai une idée des choses qui me paraissent importantes, mais voilà, on a pu mettre le doigt et l'accent sur tel et tel aspect, et aussi surtout ça m'a permis de co-construire avec elles la manière dont on se déplaçait dans la capture. Et donc le flow entre les différentes briques des différentes séquences des 2 jours a été co-construit avec elles, et donc moi je faisais des propositions. Et en fait, ce qui fait qu'à la fin, on a toujours, en fait, à la fin d'une capture graphique, on est souvent invité, en tant que facilitateur visuel, à partager ce qu'on a entendu pour pouvoir guider justement et redonner les messages clés, etc. Et là, en fait, ça a été le cas. Et en fait, le groupe savait tout de suite comment ça s'articulait les choses, puisque, en fait, mes sponsors, mes 2 contacts, avaient participé et avaient bien compris la logique que j'avais souhaité mettre en place. Ouais, donc là, on est vraiment dans la collaboration, la coopération à tout niveau, c'est-à-dire... Oui, c'est un beau challenge, c'était une belle réussite et donc moi j'avais ce stress de me dire il faut quand même que ça marche, quoi. Et surtout de me dire que ça a été fait avec des clients qui n'avaient jamais travaillé avec des facilitateurs visuels avant. C'était un beau challenge. Et ouais, et là on aurait presque envie de voir ce que ça donne. Je sais pas si tu peux le partager, mais et puis en plus en podcast c'est compliqué. Mais effectivement, je me disais que dans la description de l'épisode, peut-être qu'on mettrait quelques éléments que tu as cités pour que les gens puissent aller voir. Ouais. Notamment, en fait, ce qu'on mettra, c'est que sur le premier épisode parlait de la pensée visuelle au sens large,
Et pour moi, une très très bonne ressource, je l'ai cité, mais c'est le livre Uzmo de Martin Haussmann qui a fondé Bicablo, l'entreprise allemande. Ils sont basés à Cologne, qui enseigne la pensée visuelle et la facilitation graphique partout dans le monde. Ils ont vraiment développé une méthode. Moi, je ne suis pas du tout formé ou affilié à eux, mais je trouve que ce livre qui s'appelle Uzmo, qui existe en français, donc Uzmo Penser avec son stylo, montre tous les champs des possibles. Et aussi bien pour une pratique personnelle que pour une pratique avec un groupe, etc. Et donc ça, je trouve que c'est... et pendant ce séminaire, d'ailleurs, beaucoup de participants du monde entier sont venus me voir. Et il y a une femme qui est venue me voir en disant que sa jeune fille était intéressée par les sciences, mais aussi très intéressée par le visuel. Et je dis, en fait, elle va faire de la vulgarisation scientifique. Et donc, achetez-lui ce livre. Et donc, je lui ai dit, voilà, il existe en anglais, vous l'achetez en anglais. Elle va rentrer dedans et elle va s'emparer de la pensée visuelle et des outils comme ça. Oui, et on arrête d'opposer scientifique et sensibilité artistique et voilà, parce que ça se marie très bien aussi. Le visuel sert à tout et à tous les sujets. Exactement. Oui, donc là, tu as cité plein de livres, donc je les reprendrai tous dans la description avec les références. Voilà, on les reprendra un par un et puis on mettra les références où les trouver. Et donc, en guise de conclusion, je pose toujours 2 questions à mes invités. Tu en choisis une à laquelle tu vas répondre. Donc, la première question, c'est avec quoi tu repars de notre échange ? Ça, c'est la première possibilité. Deuxième question, quel serait le prochain petit pas que tu voudrais faire pour davantage de coopération dans le monde ou dans un collectif auquel tu appartiens ? Alors, je prends la seconde parce que moi, j'adore le collectif. Les communautés de pairs ou de praticiens sont des choses qui sont très chères à mes yeux, puisqu'on s'est rencontrés tous les deux pour co-créer ce qui va avoir lieu après la fin de ce podcast, c'est-à-dire une réunion de facilitons ici à Limoges. Donc moi, cette notion de communauté et de co-construction ensemble de quoi que ce soit, à quelque niveau que ce soit, c'est des choses auxquelles je suis particulièrement attaché. Facilitons, le réseau européen European Visual Practitioners que j'ai aidé à monter en 2017-2018. Voilà, ces collectifs-là sont toujours une bonne manière de se confronter des points de vue, de confronter des pratiques. En plus, quand ils sont à une échelle internationale, en fait, il n'y a plus de contraintes de se dire on est concurrent ou pas. Non, on n'est pas concurrent en fait, puisqu'on parle, on veut juste échanger les bonnes pratiques. Et donc ça, c'est une communauté de partage. Et le prochain petit pas, c'est que je vais explorer l'idée de créer une autre communauté, donc d'intégrer une coopérative au niveau français qui intervient. Et donc voilà, c'est pour la petite d'explorer une nouvelle communauté, de voir si on peut la construire ensemble. Cool, super, merci beaucoup. Et merci Olivier pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis, pareil, dans les descriptions et dans la description du podcast, je mettrai tes références si les gens veulent te contacter, te retrouver, s'ils ont des choses à te poser, des questions à te poser ou des missions à te confier. Des questions, je suis toujours partant d'échanger avec tout le monde. Je suis assez généreux de mon temps à ce moment-là pour répondre à des questions. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Claire pour ton invitation. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à lui attribuer 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou à le partager autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et d'insuffler à votre tour l'esprit de coopération autour de vous. Vous souhaitez prolonger votre réflexion sur ce sujet ? Abonnez-vous à ma newsletter Graines de coopération. Je vous mets le lien d'abonnement dans la description du podcast. À bientôt!